messieurs, aujourd'hui, on reçoit un homme d'affaires qui a 2 décennies d'édition de jeux de société derrière la cravate. Tout récemment, on a eu le plaisir de jouer à Happy City, son 138e jeu édité. Ça, c'est selon BGG. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, voici celui qui a changé l'opinion publique sur les party games, le némésis des geeks, notre crétin malin préféré, Monsieur Mathieu Despnous. Comment ça va, Mathieu? Eh bien, ça va très bien, je suis ravi d'être là. Bien, on est ravis de t'avoir avec nous. Merci d'avoir accepté d'être sur Le Temps d'un Sablier. En tant que tout premier invité, c'est toi qui défriches le concept. Mais tu vas voir, c'est quand même assez simple, hein? Moi, je te pose une question qui mériterait d'être développée pendant 90 minutes, mais tu as 90 secondes pour y répondre top sablier. Est-ce que tu es quelqu'un de nerveux dans la vie, Mathieu, toi? Je suis quelqu'un d'un peu stressé, en fait. Je fais des nuits assez courtes et je m'énerve assez souvent, mais c'est du bon énervement. C'est de l'énervement constructif pour essayer d'avancer. Alors, par moments, je perds un peu mon calme. Voilà, mais je suis quelqu'un qui suis pas rancunier, en fait, et quand je vais trop loin, je m'excuse toujours. Mais écoute, on est 2 aujourd'hui qui sont un peu nerveux, qui s'excusent souvent pour ce qu'ils disent dans les vidéos ou dans des posts. On est en bonne compagnie, et toi et moi. Mathieu, si on s'intéresse à l'histoire de Cocktail Games, on découvre rapidement que la société mère Interlude est un premier projet ambitieux où toi, tu animais des soirées meurtres et mystères ou des parties de quarto géants pour des entreprises. À force de présenter des jeux à des gens qui sont comme semi-intéressés, un peu bourrés dans un party de Noël, et même à te faire présenter tes prototypes à longueur d'année, quelle est, selon toi, la meilleure recette pour présenter les règles d'un jeu de société? Alors, déjà, pour bien présenter les règles d'un jeu de société, il faut considérer la règle de jeu comme un squelette. C'est-à-dire qu'on va parler du matériel, du but. Ce qui intéresse les gens, c'est de savoir comment ils vont gagner, parce que tout le reste n'est qu'accessoire. Par exemple, pour le jeu Contrario, je donnais tout de suite un exemple. Je disais, en fait, c'est mauvais contre le physique, il fallait retrouver, c'est bon pour le moral. Voilà, et éventuellement, je donnais un indice. Et si jamais il ne passait pas le cap de cet exemple, je savais que j'allais avoir du mal. Voilà, donc il faut, dans la présentation des règles, s'adapter à son public. Ce n'est pas parce que quelqu'un est plus intelligent à la table qu'on doit dévaloriser la personne qui est peut-être un peu moins vive, etc. Tout le monde doit être à pied d'égalité. C'est terminé, je crois. C'est terminé, Mathieu, mais ça a très bien répondu à la question. Moi, j'avais juste envie de t'en poser une de plus qui ne sera pas avec le sablier. Tu as souvent connu des cas perdus, des cas, tu fais juste expliquer le jeu, tu fais non, ça c'est un cas complètement perdu, ça n'arrivera jamais. C'est très désespéré, mais on essaie toujours de sauver la situation et jamais mettre les gens en situation de faiblesse. C'est très important. Okay. Voilà, parce que les gens sont là pour s'amuser, ils ne sont pas là pour passer un mauvais moment. Et je crois qu'il faut tirer les gens vers le haut et pas vers le bas. C'est fondamental pour moi. En 2010, la LIJA, la Ligue intégriste des jeux d'ambiance, t'intronise comme membre honorifique. Créée un peu pour mettre en avant les jeux d'ambiance et un peu pour rire de l'intensité des gros gamers, la LIJA, au fil des années, est devenue une soupape pleine d'autodérision. Où est-ce que tu traces, Mathieu, la ligne entre une campagne de promotion à saveur humoristique ou simplement passer du bon temps entre amis? Ce qui est important, en fait, aujourd'hui, c'est d'essayer d'avoir des initiatives à la fois sympathiques et originales pour mettre en avant ces jeux différemment. Et donc, je crois qu'il n'y a pas de limite à la bêtise. Et c'est un truc vachement important. Et donc, du coup, on a toujours essayé de faire ce que les autres ne faisaient pas. Donc, par exemple, partir dans le désert pour la promotion de l'île interdite avec l'équipe de Trek Track, c'était juste quelque chose d'incroyable. Je ne sais pas si ça fait vendre un jeu de plus, etc., mais ce n'est pas grave. Louer une boîte de nuit à midi pour Crazy Dancing, voilà, ça aussi, personne ne le fera. Notre venue à Cannes en plein confinement et pas de festival, j'ai trouvé que ça donnait un formidable vent de fraîcheur, sympathique. Voilà, ça me fait plaisir d'avoir les organisations. Et quand j'en ai parlé, 90% des gens me disent que c'est débile. Et quand on me dit que c'est débile, ça me donne envie de faire, en fait. Voilà, donc si on peut faire un peu différemment et en mettant juste de l'humain et de l'affectif au centre de la chose, c'est important. On t'entend souvent parler de l'importance du joueur, de la personne non initiée qui découvre l'univers ludique grâce à un de tes jeux. Ce joueur-là semble être au cœur de beaucoup de décisions qui sont prises chez Cocktail Games. Je te dirais même que ça a l'air d'être une obsession pour toi constante et maladive. Moi, je me demande, est-ce que tu as un souvenir d'un moment où il y a eu un témoignage d'un joueur qui t'a rendu fier?
J'aime particulièrement entendre des gens qui disent moi, j'aime pas jouer. Et puis, ces gens sont spectateurs. Et puis, ils vont voir une partie, ils vont regarder, et progressivement, ils vont entrer dans la partie. Mon ami Roberto Fraga a une expression qui est très juste, qui dit en fait qu'on fait des jeux en fait, pour les gens qui dorment dans le canapé. Et je trouve que c'est extrêmement exact. C'est-à-dire qu'on a envie que la personne qui dort dans le canapé, ça soit la star de la soirée, et ça soit elle, en fait, qui soit au centre de l'attention. Et quand on a fait ce boulot-là, c'est génial. Et aussi, il ne faut pas perdre de vue que les joueurs, c'est eux qui nous font vivre. En fait, les joueurs, alors le mot est très moche, mais c'est indirectement, c'est des clients parce que on peut plaire au microcosme ludique, avoir des avis très favorables, s'entendre dire qu'on est le plus beau, le plus génial et qu'on a fait le meilleur jeu du monde. Mais ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est le gars qui va dépenser ses 1, 2, 5, 10, 20, 25 euros et qui va acheter notre jeu. Voilà. Mathieu, on dirait que tu as le sablier dans le sang. Je le vois. Juste comme ça, une petite question moi, supplémentaire. Y a-tu un non-initié que tu te souviens, quelqu'un qui n'aimait pas les jeux de société et que tu as fait découvrir le spectre ludique, mais tu y as vraiment amené ça? Que ça a peut-être changé sa vie même, on ne le sait pas, qu'il a mis ça dans ses hôtels ou... Alors, à la vache. Je vois où tu veux en venir, en fait. Hein, pas du tout, je ne sais pas de quoi tu parles. Oui, j'ai des amis. Alors, mon environnement proche, c'est pas du tout des joueurs, c'est plutôt des joueurs occasionnels. Et ça permet de rester sur Terre. Bon, j'ai deux très bons amis. J'en ai un qui habite au Canada, en fait, et qui lui a une culture ludique proche de l'huître. Et ça me va très bien. Et en fait, il connaît pas forcément mes jeux. De temps en temps, je lui montre, etc. Mais c'est bien de partager autre chose quand on est dans le secteur du jeu, de partager autre chose que du jeu. Et un deuxième ami très proche est un hôtelier dans le Sud-Ouest, qui est quelqu'un d'extrêmement sympathique, qui s'appelle Jacques, alors qui, lui, quand même, a au départ eu quand même une petite culture ludique et avec qui on a fait plein de projets ensemble. On a développé un café à Toulouse, en fait, qui a plutôt bien fonctionné. On a revendu ce café, cet hôtel en même temps. Je dirais que j'étais presque un des précurseurs sur le café-jeu, mais en se plantant sur la manière dont il fallait le faire et sans être un exploitant de bar. Et moi, quand je suis loin de Jacques, quand il n'exploite pas, si c'est moi qui exploite, c'est une catastrophe. Alors, ton tout dernier opus, Happy City, est un jeu japonais créé par un père et sa fille où l'on doit construire la ville avec l'indice de bonheur le plus élevé. Selon ton expérience personnelle de grand voyageur, quel endroit, Mathieu, dans le monde a le plus haut taux de bonheur par habitant? Ça peut être aussi où est-ce que toi, tu trouves ton plus haut taux de bonheur? J'adore Londres. J'y ai vécu 2 ans quand j'avais 21 ans. J'adore les Anglais, j'adore leur flegme, j'adore leur manière. J'aime cette ville où il y a d'énormes parcs, un poumon d'oxygène, où il y a de la liberté d'expression partout, où les contacts avec les gens sont simples. Je ne suis pas fan de la monarchie britannique, mais ça m'épate quand même. Mais écoute, là, on a vu que tu aimais beaucoup de choses en Angleterre, mais il y a quelque chose aussi que tu aimes beaucoup, je pense, c'est que tu es quelqu'un d'assez sportif quand même. Ben maintenant, on le voit quand même courir beaucoup. Hein, on peut le voir même tracer à la course des dessins de Mickey Mouse dans Versailles ou écrire un cocktail games géant à New York avec ton application qui te traque. Tu as même dit que dans une bonne année, tu peux courir environ 2000 km. Comme toi, tu vis à Versailles depuis ta plus tendre enfance, quel serait le plus beau parcours de jogging qu'on peut imaginer dans ta ville natale? Dans ma ville natale, le parc de Versailles, c'est juste absolument extraordinaire. Et je ne suis pas très loin d'avoir déjà le parcours idéal. OK. C'est-à-dire, oui. Alors, en ce moment, ce n'est pas possible à cause du confinement, etc. Mais quand les jardins sont ouverts, le parc ouvre à 7 heures du matin et tous les idiots vont faire le tour du Grand Canal. Et moi qui suis un peu snob et qui me prend pour un monarque, j'adore en fait monter sur l'esplanade du château. C'est absolument génial. En fait, je suis tout seul avec 3 jardiniers, le château dans le dos, la perspective en face, etc. Ouais. C'est absolument quelque chose c'est une expérience incroyable. Là, cette année, l'objectif, c'est 2500 km.
2500, je te le souhaite, cher ami. Moi, j'ai vraiment l'impression que tu es motivé par la jeunesse, Mathieu, que ça soit en t'entourant d'une équipe énergique ou en donnant la chance à des jeunes auteurs comme Antoine Boza avec Chabirinthe, Aurélien Picollet avec Top 10 ou même Martin Wittberg qui a dessiné Casse-toi, pauvre con. C'est quoi le défi principal de travailler avec des jeunes cerveaux? Je ne crois pas que je cherchais particulièrement à donner la chance aux jeunes. En fait, l'occasion a fait que Aurélien Picollet, en fait, lui, il se trouve qu'il est jeune, en fait, mais il aurait pu avoir 50 ans, faire un très bon jeu et ça aurait fonctionné probablement de la même façon. Après, je trouve ça très stimulant de donner sa chance aux gens qui émergent sur le marché. C'est-à-dire que, voilà, pour moi, un auteur très diplômé, ce n'est pas forcément quelqu'un que je vais signer en priorité. Ce qui prime, c'est le jeu. Voilà. Et j'apprécie beaucoup Aurélien Picollet, par exemple Top 10, parce qu'il y a une vraie fraîcheur du marché. C'est-à-dire que le gars, c'est son premier jeu, il découvre, et c'est vraiment sympathique. Mais d'un autre côté, par exemple, les Sonics, qui sont des gens plus âgés, j'ai une collaboration formidable avec eux. Ouais. Parce que c'est très différent, mais c'est aussi le premier jeu, c'est cette espèce de première expérience. Et après, je pense que c'est important, même en tant que chef d'entreprise et employeur, là, pour le coup, de faire entrer des jeunes dans la vie active, de donner sa chance à des gens qui vont démarrer dans un premier boulot, etc. Et ça, j'y attache beaucoup d'importance. Moi, j'ai eu beaucoup de chance. Voilà, si je peux donner des coups de pouce aux gens qui démarrent, et ben c'est quelque chose que je considère comme important. On a entendu parler quand même de ton côté mauvais perdant, parce que tous tes collègues et amis s'entendent pour dire que, bon, tu es quelqu'un d'humble, de généreux, de confiance. T'en veux plus, hein? Pourtant, moi, il y a un truc, là, en février 2001, à Nuremberg, il y a eu une descente de police dans l'hôtel où tu logeais avec Roberto Fraga. Et jusqu'à ce jour, et avec ton petit sourire narquois présentement, Roberto est certain que c'est toi qui as appelé la police pour lui jouer un tour. Non. Moi, ce que je veux savoir, ça se peut que ce soit non, mais pourquoi est-ce qu'un de tes amis les plus proches pense que toi, tu pourrais faire ce genre de choses-là? Ah non, mais Roberto, c'est un ami, on a partagé des galères ensemble. Nuremberg et Essen, il n'y avait pas de GPS, je les engueulais parce qu'on ne trouvait pas la route, etc. Voilà. Et après, sur cette histoire de saisie en pleine nuit, alors oui, c'est vrai, c'est arrivé, mais je ne suis absolument pas responsable de ça. Je n'aurais jamais fait ça. Tu te rends compte de faire ça? En plus, à l'époque, il était douanier. Alors, je ne m'amuserais pas en fait, à faire ça à un douanier en exercice. Non. Mais pourquoi lui, il pense ça? Es-tu quelqu'un qui fait des blagues comme ça, des coups comme ça? Mais là, la blague, elle va loin, quoi. Je veux dire, appeler la police. Alors déjà, il faudrait que je cherche comment appeler la police en allemand, quoi. Parce que c'est la police. Enfin, voilà, je ne sais même pas trouver un poste de police je ne sais plus où c'était, à Nuremberg, en fait. Puis tu parles pas allemand, hein, Mathieu? Ich spreche kein Deutsch, but nicht sehr gut. Coupable! En plus, tu as déjà triché aussi au Corsaire ludique. On a même une photo à l'appui de toi qui avait déjà bu ta bière avant les autres dans un truc de bière. Ça se peut-tu, ça? Oui. Bon, enfin, ça, c'est ce qu'il a vu, en fait. Tu veux que la triche n'est intéressante que quand elle est visible. C'est-à-dire que tricher, moi, j'aime bien tricher et me faire serrer, parce que tricher un jeu et pas se faire prendre, ça n'a pas d'intérêt, si tu veux. Mais tricher, se faire juste le fait de... Voilà, c'est de la triche sympathique. Hein, un peu comme ce que tu as fait avec Trick Track au début des Trick Track d'or, où tu avais demandé à tes amis de voter pour Contrario à tous les jours. Oui. Alors là, ça a été un peu tendu, cette situation-là. Alors je replace le concept. Oui, alors Je t'ai eu, hein, Mathieu? Non. Non, mais c'était le démarrage de Contrario. Il y avait ce site Trick Track qui démarrait. Je ne savais pas trop comment ça fonctionnait et je m'étais aperçu que FAL avait pas protégé le système et qu'on pouvait, en votant pour certains jeux, faire monter leur cote et inversement, en fait, en donnant des sales notes aux autres jeux. Et donc, j'ai, comme ça, en fait, fait monter artificiellement Contrario.
Bon, ça a duré 24 heures. Il était en transe, ils m'ont envoyé un mail, etc. Et du coup, je ne les connaissais pas, moi, à l'époque. C'est comme ça que je les ai connus, en fait. Hein. C'est ça qui est incroyable. D'un côté, tu as souvent dit que tu veux éditer au moins un jeu geek par année pour satisfaire ton équipe. Puis d'un autre côté, tes sœurs ont commencé à considérer que tu avais un vrai travail quand tu t'es mis à éditer des jeux jeunesse. Quel est ton jeu de rêve que tu n'as pas encore édité, mais qui serait vraiment ton petit plaisir personnel? Ça peut être 2 jeux, en fait. J'aimerais bien avoir un jeu de stratégie avec l'élégance d'un quarto ou d'un corridor, c'est-à-dire qu'avec des règles immédiates qu'on comprend tout de suite. Et j'adore, je suis très client en fait de ce genre de jeu. Et je demande à mon équipe de me couper les mains quand je reçois un jeu de lettres. Voilà. Non, non, mais sérieux. Ouais. Ah, mais enfin, façon de parler, hein, mais voilà, je leur dis, voilà, vous m'empêchez en fait de signer un jeu de lettres. Je leur ai dit, et c'est pour ça qu'on fait pas, ce qu'on a fait n'a pas trop marché jusqu'à présent, etc. Mais je sais que ça tient qu'à moi. Il y aura une collection de jeux de lettres dans la voilà, mais aujourd'hui, je ne peux pas faire ça. Pour terminer, le plancher est à toi. J'aimerais ça que, si tu veux promouvoir les plateformes de Cocktail Games ou bien tes prochaines sorties comme Happy City ou les autres, c'est le moment. Dis-nous tout. Enfin, s'il y a une conclusion, c'est que voilà, je crois que j'aime ce que je fais. J'essaye de faire des bons jeux avec un peu de modestie, un peu de mauvaise humeur, mais quand même pas mal de passion. Et voilà, ce qui est important, c'est qu'il faut être très très humble. Hein. On n'est pas sur une science exacte. On ne sait pas si ça va marcher. C'est pas parce que tous les indicateurs sont au vert que ça va forcément marcher. Donc, voilà, faut vraiment prendre du recul par rapport à ça et jamais oublier le client final. Je l'ai dit, mais je le redis. C'est eux qui achètent nos jeux et au centre des choses. Voilà. Mais écoutez, merci beaucoup, Mathieu. Merci à tout le monde qui nous écoute présentement. Si vous voulez voir l'entrevue complète avec Mathieu Despnous, vous pouvez aller voir directement sur notre Patreon. Elle va être là au complet, plein de moments inédits, cachés de cette réunion-là. Et pour terminer, pour conclure, j'aimerais te dire, Mathieu, la Lidja vaincra. La Lidja vaincra. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais. Sonne la cloche! Sonne la cloche! Commente en wave, fais le mon titi! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.